Alors bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Comédie Saint-Étienne. Bienvenue pour ce plein feu sur Valère Novarina. Vous savez que le principe de plein feu, c'est de donner à rendre sensible une démarche artistique, un parcours, en invitant plusieurs propositions artistiques. Donc cette année, nous avons deux pleins feux. Nous en avons un sur Joël Pomera et un sur Valère, que je remercie évidemment d'être là ce soir. Je remercie aussi Philippe Roux de l'ENSAS d'être là à mes côtés, puisque Laure Adler ne peut pas assurer la soirée pour des raisons familiales, on va dire. Donc nous allons jouer le rôle de Laure Adler avec Philippe. L'invitation autour de Valère s'est faite autour de deux spectacles. Pour Louis de Funès, qui était interprété par Philippe Durand dans une mise en scène de Philippe Boulet. Et puis L'Atelier volant, première pièce de Valère, qui avait été mise en scène au début des années 70, Valère, c'est ça 74, par Jean-Pierre Sarrazac. Voilà, première mise en scène de L'Atelier volant. Et que tu as repris toi-même cette année au Théâtre du Rond-Point et que nous accueillons en ce moment. Peut-être qu'une des meilleures méthodes d'introduire Valère, ce serait de lire le texte qui est sur le site internet qui t'est consacré et qui peut être une bonne manière d'introduire l'écriture. Et puis ensuite, on va se proposer pendant 1 heure d'avoir un échange autour de l'œuvre et de l'écriture de Valère. Avoir un temps d'échange avec vous aussi, vous puissiez poser des questions directement. Et puis ensuite, peut-être une partie d'entre vous ira voir le spectacle pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Ça joue jusqu'à demain soir, je le rappelle. Donc c'est un texte qui est extrait de Pendant la matière de Valère Novarina. J'ai toujours pratiqué la littérature, non comme un exercice intelligent, mais comme une cure d'idiotie. Je m'y livre laborieusement, méthodiquement, quotidiennement, comme à une science d'ignorance. Descendre, faire le vide, chercher à en savoir tous les jours un peu moins que les machines. Dessiner par accès, chanter par poussée, écrire dans le temps, pratiquer le dessin comme une écriture publique, peindre sans fin, chanter des hiéroglyphes, des figures humaines réduites à quelques syllabes et traits, dresser la liste de tous les noms, parler latin, appeler 2587 personnages parlants, traverser toutes les formes. Je quitte ma langue, je passe aux actes, je chante tout. J'aimais sans cesse des figures humaines, je dessine le temps, je chante en silence, je danse sans bouger. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais très méthodiquement, très calmement. Pas du tout en théoricien éclairé, mais en écrivain pratiquant. En m'appuyant sur une méthode, un acquis moral, un endurcissement, en partant des exercices et non de la technique ou des procédés, en menant les exercices jusqu'à l'épuisement, crise organisée, dépenses calculées, peinture dans le temps, écriture sans fin. Tout ça, toutes ces épreuves, pour m'épuiser, pour me tuer, pour mettre au travail autre chose que moi, pour aller au-delà de mes propres forces, au-delà de mon souffle, jusqu'à ce que la chose parte toute seule, sans intention, continue toute seule, jusqu'à ce que ne soit plus moi qui dessine, écrive, parle, peigne. Je n'ai jamais supporté l'idée que quelqu'un fasse quelque chose. Mes livres, j'ai mis chaque fois 5 ans à les faire, des milliers d'heures, de corrections maniaques. Mais ils se sont faits tout seuls. Je n'ai jamais écrit aucun de mes livres. Ça pourrait être un peu la première question, Valère. Donc ça se fait tout seul. Non, mais moi, j'ai un préambule avant la... Vas-y. C'est que je suis très heureux parce que c'est la première fois qu'une de mes mises en scène et ma troupe viennent à Saint-Étienne. J'ai l'impression de enfin jouer dans la capitale. Parce que lorsque j'étais à Thonon, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, à Thonon, il y avait de temps en temps une tournée fatiguée d'un Tartuffe avec un vague acteur, ancien sociétaire, etc. Bon, il n'y avait rien du point de vue théâtral. Mais 2 fois par an, arrivait d'Asté avec Gabriel Monet, Guillaume Le Sage, etc. Et on l'attendait comme le Messie. Vraiment, 2 fois par an, c'était la rencontre avec le théâtre. Et des spectacles extraordinaires comme le Cercle de Craie avec Françoise Bertin m'ont marqué définitivement. Donc c'était vraiment la capitale culturelle aussi à cause de cette Bible qui était pour mon grand-père le catalogue Manu France.
une chose qu'on épluchait toute l'année en pensant aux achats de l'an prochain, les bicyclettes hirondelles, les montres de Besançon, etc. Donc voilà, la grande ville la plus proche, Genève ou Lausanne, était séparée par une frontière, et à l'époque ça communiquait moins que maintenant, mais c'était vraiment Saint-Étienne. Et d'Asté, c'est... Et puis, dans le fond, c'est... oui, je me souviens quand je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, il y avait, au café, il y avait ma mère d'Asté, tout ça. Et je me souviens d'une phrase de Gabriel Monet, solennelle. Il a dit tout d'un coup, « Le théâtre occidental est un théâtre de bavards. » Alors je pense à ça souvent. Je me dis, est-ce que j'ai fait un théâtre de bavards ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà, la présence d'Asté. Et l'idée aussi de dans le projet de l'atelier volant, il y avait quelque chose quand même comme un retour à Copeau, comme un retour au vieux Colombier. Je crois d'ailleurs qu'on l'a un peu mis dans le programme. C'est-à-dire faire du théâtre sans vidéo, sans fumigène, sans rien. La force d'un texte, la force de l'acteur et un tabouret pour parler aux autres, et en face, le miracle de 200 personnes ou 400 personnes qui acceptent de se taire et de vous écouter. Parce que ce qui est le plus étonnant au théâtre, c'est pas qu'il y en ait un qui parle, c'est qu'il y en ait 400 qui se taisent. On vient au théâtre se taire. Dans le fond, c'est curieux. Voilà. Alors, c'était mon préambule. Pas mal. Alors, du coup, c'est Philippe qui je tiens quand même à te rappeler que tu es venu, non pas comme metteur en scène, mais tu es venu l'année dernière, je crois, à l'invitation du musée de Saint-Étienne, pour une lecture. Donc, bon, on a peu de temps, vous savez, c'est ça qui va être un peu dommageable, puisque aussi la difficulté pour nous, c'est de laisser beaucoup de temps de parole à Valère. La difficulté, c'est de poser, en tout cas, une introduction, puisque j'ai tellement de questions à poser, je lui disais hier que j'aurais pu en faire une litanie comme ça. Moi, je voulais simplement partir de ma propre expérience avec l'œuvre de Valère Novarina. Il m'a semblé, je pense que certains d'entre vous partageront ce point de vue, qu'il est arrivé un moment dans le théâtre où il nous a peut-être empêchés d'être confrontés ou complètement recouverts par la lassitude qu'il pouvait y avoir, et qui était bien au-delà du théâtre, peut-être une lassitude post-moderne, qui est en attente d'un événement qui sera peut-être au-delà même du théâtre. Et dans le panorama artistique, je pense que l'œuvre de Valère joue quelque chose de fondamental. Je ne rentrerai pas dans les détails de la pièce, puisque certains d'entre vous ne l'ont pas vue, mais vous n'êtes pas sans savoir que, parce que c'est une des clés parmi des nombreuses que je ne pourrais qu'évoquer ici, qu'en partie. Il y a des études d'ailleurs qui commencent à avoir lieu autour de l'œuvre de Valère Novarina, et le mieux naturellement c'est de découvrir son œuvre et de la lire. Vous savez aussi que Valère est théoricien, qu'il théorise l'action de faire du théâtre, l'acte d'écrire, mais il m'a semblé, pour répondre et pour revenir à la lassitude, qu'il y avait quelque chose face au désespoir qui était le mien, un désespoir plutôt politique, comme vous l'avez naturellement entendu, qu'il y avait quelque chose dans la langue, et c'était grâce à lui que je l'ai entendu, qui pouvait nous sauver. Et peut-être que c'est grâce à lui que j'ai compris que la langue, en soi, est un espace de désaliénation, et un espace de pouvoir, et un espace donc d'aliénation. Alors, il y a une obsession des trous chez Valère Novarina, mais c'est à plusieurs titres qu'il faudra évoquer cette notion de trou. Je pense à Tristan Tzara qui dit que c'est dans la bouche que la pensée advient. La trouée me semble être peut-être plus légitime pour dire qu'il y a une constellation de trous qui trouent le langage et qui le redonne envie, qui le redonne envie, qui le redonne d'envie à vie, qui lui redonne de la couleur, qui le traverse, qui le scénarise. Donc le langage, pensé comme matière, la matière est très importante, c'est quelque chose qu'on pourra que certainement aller en surface, parce qu'il me semble qu'il va dans la matière des mots, et la matière chez lui, c'est presque une mystique, même si le mot mystique, je crois, et j'en suis même certain, est un mot qu'il n'aime pas. Il me semble, moi, qu'il y a une transcendance dans l'œuvre de Novarina qui est matiériste et qui est matérialiste, je me risquerais devant l'auteur, ce parti pris analytique,
Donc la matière, chez lui, du langage, c'est tout le contraire, par exemple, d'un mot qui est presque un mot tyrannique dans cette période que je n'aime pas beaucoup et qui me rend souvent las. C'est le mot communication. Il n'y a pas plus éloigné de cette tyrannie de la communication que le théâtre de Valeriano Arena. Le langage peut nous mettre en danger, et le langage est dangereux. Mais le langage peut révolutionner, en tout cas peut apporter quelque chose de la vitalité. Il y a quelque chose de désespérant dans la façon dont il regarde le monde. Il faut bien comprendre que le théâtre de Valeriano Arena n'est pas un théâtre comme les gens qui ne l'aiment pas le décrivent, à savoir un formalisme métaphysique. Il y a de l'extérieur chez Novarina. Novarina est extrêmement attentif au monde qui l'entoure. Et la pièce L'Atelier volant m'a ému particulièrement, entre autres, parce qu'aller jouer à Saint-Étienne dans un pays mineur. Et j'ai pensé à lui, je lui ai dit hier, qu'il m'avait fait penser, l'écrivain Novarina, et particulièrement cette pièce-là, à un mineur du langage, un perceur de trous, un perceur de puits, qui tenterait par le langage de désaliéner la société marchande, la société de communication, par cette densification, autre chose très importante dans l'univers novarinesque, qui utilise le mot allemand Dichtung, dit-il, plus que poésie, ce mot poésie qu'il n'aime pas beaucoup. Vous verrez l'incroyable énergie qu'il peut y avoir chez lui. La profondeur, j'en ai parlé, cette matérialité spirituelle, le souffle. Il y a beaucoup d'importance chez lui et toute une dimension métaphysique. C'est un gros mot, la métaphysique, mais on va le mettre en suspens. Il faut faire court, donc je suis obligé de... La philologie, il a fait des études de philologie, très important. Le langage et l'espace. Il ne faut jamais oublier qu'il y a quelque chose du plasticien chez Novarina, et il est plasticien. Et le langage est aussi une plastique, au même titre peut-être que l'acteur, qui peut trouver un espace de silence, qui peut faire advenir par le silence quelque chose qui dépasse l'entendement. Il y a naturellement l'intertextualité, là je parle aux universitaires, avec des pairs, puisqu'on n'est pas de nulle part. Certes, il y a tous les gens de théâtre qu'il a évoqués, les comédiens, Louis de Funès, entre autres, mais je pense qu'on en parle assez peu. Je pense, ça je ne suis pas sûr qu'il soit totalement d'accord, mais à Rabelais, par exemple, ou à des gens dont je n'ai jamais entendu parler, comme Scarron. Évidemment, j'en oublie. Quant à l'idiotie, je finirai là-dessus, si elle est évoquée, il faut bien entendre que moi, je n'ai jamais vu dans l'œuvre de Valeriano Novarina, pour l'avoir lu, pas totalement, mais presque, une idiotie telle qu'elle a été parfois mise en situation dans les arts plastiques, notamment que je connais bien, puisque vous savez que je suis enseignant d'histoire de l'art, et où l'idiotie est devenue une pose, presque une posture. Le devenir idiot, chez Valeriano Novarina, je l'entends dans le sens deleuzien du terme. C'est-à-dire qu'il y a un devenir d'une idiotie savante, une ignorance telle une première fois. C'est-à-dire remodeler les mots qui sont déjà là pour les donner à vivre et à penser, et puis simplement pour nous désaliéner de notre propre condition. Alors, vous voyez, ce n'est pas une question. C'est un... Je ne sais pas quoi, mon cher. Qu'est-ce que tu vas en faire avec ça? Par où tu peux prendre... Aide-moi, maintenant. Peut-être partir de cette idée du mineur, le troueur de mots. Du mineur, oui, s'il te plaît. Tu m'as envoyé à la mine tout à l'heure. Hein, oui. J'ai obéi, j'y suis allé, c'est moins 5 degrés. Et j'étais avec avec Richard Pierre, qui est le régisseur, mais qui est aussi qui joue un rôle, qui est un personnage, il joue le docteur dans L'Atelier volant, et ailleurs, son rôle, c'est l'ouvrier du drame. Donc c'est cette idée de rattacher œuvre à ouvrier et aussi à opérer, et cette idée ce sentiment du travail concret. Parmi les phrases incompréhensibles ou que je ne comprends pas encore tout à fait que j'ai écrit à un moment, l'organe du langage, c'est la main. Mais cette sensation quand même que dans le travail, il faut à un moment que ce soit la main qui parle, et que lorsque ça se... Parce que quand on écrit, de même que quand on joue, peint ou je sais pas quoi, on est bloqué, paralysé, ça n'avance pas, etc. Et quand il y a un processus qui fait que ça avance, il y a une sensation de l'ordre du toucher. Il faut toucher notre langue.
Il faut reprendre conscience, et le théâtre nous aide à reprendre conscience que le langage est une onde, que c'est une onde dans l'espace qui se déverse, qui heurte ses murs, ensuite qui passe à travers chacun des corps. La communication est très indirecte, mais passe par tout un paysage matériel qu'elle traverse. Enfin, cette physique du langage qu'on peut vraiment observer au théâtre comme nulle part ailleurs. Je ne sais pas comment dire. Il me semble qu'on va au théâtre pour voir le langage reprendre volume. C'est très beau. Moi, ce que j'aime dans les langues, c'est les mots réversibles, les mots ambivalents, les mots qui se retournent, les mots à double sens, comme cet extraordinaire mot de personne, qui en français est personne et quelqu'un, etc. Mais il y a aussi ou le mot entendre, qui est entendre de l'oreille, mais entendre de l'entendement. Donc, la sensation que quand on prend un livre, la première chose qu'il lit, ce sont les mains. Ce sont les mains qui ouvrent le livre, qui déploient le poumon du livre. Et que le livre, tout d'un coup, la page prend une sorte de volume dans l'espace. Et ce geste de la main, d'ouvrir le livre, l'acteur la continue. L'acteur ouvre le livre dans son corps. Donc le langage agit dans son corps totalement, pas simplement dans des zones du langage. Tous les acteurs savent très bien que le texte doit leur descendre dans les pieds. C'est un terme de l'argot du théâtre. Il faut que tout ça descende, qu'il y ait une sorte de somatisation totale. Et ensuite, le langage, on le voit agir dans l'espace. Il agit dans le volume de la cage de scène. Et ensuite, il agit sur le public, pas du tout de façon totalitaire, parce que moi, je ne traite pas du tout le public comme un troupeau à qui il faudrait imposer une émotion ou noyer dans une ambiance. Je suis un grand adversaire de toutes les ambiances et un grand adversaire des émotions obligatoires. Ce qui est très beau dans une salle de théâtre, c'est que l'un rit et le voisin pleure presque, etc. Donc l'émotion est totalement libre. L'émotion est réversible. On en parlait ce matin au collège Simone Weil, qui est aussi une grande trapéziste de la réversibilité. Je voulais leur citer une phrase de Simone Weil que j'ai dans mon carnet, mais je ne l'ai pas retrouvée malheureusement. Elle dit que le langage, il faut qu'il y ait toujours non pas un mot pour désigner une chose, mais deux pinces. Prendre les mots et les mots contradictoires comme des pinces à saisir ce qu'on ne peut pas saisir avec une seule pince. Donc retrouver une espèce de conception pas de conception, mais constater à nouveau la chair du langage, la matière du langage. Je crois que la linguistique n'est qu'une partie de la physique des fluides. Et ça, on expérimente au théâtre quelque chose de très, très concret, et on voit le langage, l'acteur donner sa chair au théâtre, et tout ça repose. C'est avec ça qu'on parlait dans ce collège Simone Weil ce matin. Tout repose, dans le fond, sur le fond de tout ça, mais c'est tellement le fond qu'il ne faut pas en parler, parce que les choses qui sont au centre, il faut peut-être mieux pas en parler. Le fond de tout ça est la respiration. La respiration qui, pour moi, est un renversement, qui est une résurrection, un retour à la vie toutes les 2 minutes. Je ne sais pas combien de fois... Je crois qu'on meurt 4000 fois par jour. Je ne sais pas combien de fois on respire par jour. Mais bon, là, il ne faut pas avoir toujours que la respiration passe par un point mort. Donc la vie, c'est aussi la résurrection et ressurgir d'une situation contradictoire. Et tout le travail de l'acteur, du lecteur ou de l'humain, c'est de détruire, que les mots ne deviennent pas des idoles, mais soient remis en mouvement par le verbe, qui est l'opérateur de la phrase, le renverseur de la phrase. L'écrivain que je préfère, c'est Bossuet. C'est l'écrivain où il y a le plus de verbes. Chaque fois, c'est un verbe à la place, un endroit où il y aurait actuellement 4 adjectifs ou je ne sais pas quoi. C'est un as de la vie verbale et du retournement des mots par la pensée. Parce qu'il me semble aussi que la pensée renverse, comme la respiration, et que, j'ai des théories comme ça, un peu, bon là, que les animaux ont eu la respiration,
Et nous, on a la surrespiration de la pensée qui est la prolongation de la respiration. C'est une machine à renverser. S'il n'y a pas renversement sur scène, s'il n'y a pas un moment une autre perception sous une perception et une sorte d'ardeur des mots. D'une certaine façon, l'acteur brûle le texte, mais il ne le brûle pas comme on le détruit, mais il le met dans un état d'ardeur comme une braise ardente, et les mots brûlent, et c'est la pensée qui avance, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui compte, le mouvement des forces du langage, le mouvement des forces souterraines sur le plateau, les tensions, un jeu de force. Donc on vient au théâtre pendant 2 heures voir peu à peu un jeu de force de plus en plus pluriel se déployer. Et à quel moment t'es venue cette conviction que le théâtre, c'était ça partait de la langue, ça partait de la parole, puisque Philippe rappelait peut-être aussi les études de philologie, etc. Est-ce que tu penses que ça vient de là, ou est-ce qu'à un moment donné, d'où vient la conviction? Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que tout ce que tu racontes sur la manière dont fonctionnent tes pièces, la manière dont ta pensée du théâtre, ton envie de théâtre, d'une certaine manière, dès l'Atelier volant, qui est la première pièce qu'on voit en ce moment, c'est déjà là, d'une certaine manière. Donc, Vinaver lui dit qu'il n'a pas la sensation de progresser tout au long de ses pièces et qu'il n'y a pas un enfant qu'il préfère à un autre. Est-ce que toi, tu dirais aussi la même chose? C'est-à-dire, il n'y a pas une progression dans l'écriture, c'est venu tout de suite, cette conviction-là. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que ce théâtre-là est né comme ça? Je ne me suis jamais posé cette question, alors je ne peux pas te dire... je sais pas comment. C'est vrai que la pulsion d'écrire m'est venue d'oreille. Quand j'avais 11 ans, je ne sais pas quoi, j'ai fabriqué un poste à galène. Alors c'est beau aussi le poste à galène parce que c'est une pierre qui parle. On prend la galène, on met une aiguille dedans et elle parle et on entend Radio Sautan ou France Inter qui n'existait pas à l'époque ou je ne sais pas quoi. Bon voilà donc l'idée de faire parler aussi que la matière parle. Et que, dans le fond, enfin, si je vais jusqu'au bout de mes ruminations, si tu veux, que le drame du langage est à l'image du drame de la matière. Que les physiciens, d'ailleurs les physiciens s'intéressent beaucoup au langage. C'est pas par hasard que pour des mots comme le quark, ils sont allés chercher des mots dans Joyce, que le drame du langage est l'identique du drame de la nature. Enfin, c'est des espèces de choses de l'ordre de la foi, comme ça, d'une chose que je crois. Voilà. Que les forces qu'on voit agir dans le langage, on pourrait aussi qu'il y a une sorte que le théâtre est aussi un outil scientifique, un outil à décomposer l'homme. Parce que qu'est-ce que les gens viennent voir au théâtre? Ils viennent pas voir des hommes encore, ça va, on en voit assez toute la journée. Mais ils sont passionnés, ils viennent voir comment l'homme se représente. Et ça intéresse beaucoup. Quelle image de l'homme se fait l'homme? Et qu'est-ce que fait l'acteur? L'acteur dessine, l'acteur peint. Si on voit Olivier Martin-Salvant, il trace des figures humaines dans l'air, et l'idée que l'acteur lance des signaux humains, que l'acteur émet des anthropoglyphes, que l'acteur jette de l'homme, dans le fond, et ne représente pas de l'homme. Il jette des signaux humains très différents, très discordants, qui peuvent être saisis par les uns, par les autres, autrement, mais qu'au théâtre, l'homme est défait, mais pas au sens d'une déconstruction. Enfin, voilà, comme la lumière est décomposée en différents faisceaux. Le théâtre comme instrument d'optique, le théâtre comme microscope ou macroscope, ou je ne sais pas comment endroit, comme analyse de la figure humaine. Et j'ai toujours eu le sentiment, puisque on parlait de ça, je crois, la dernière fois, que le travail extraordinaire que la peinture du 19e, 20e, 21e siècle avait fait sur la figure humaine, avec Bacon, Picasso, Soutine, Louis Souter, Basquiat, cette attaque vivante de la figure humaine, ça n'avait été pas fait au théâtre. Et moi, je voudrais attaquer la figure humaine, attaquer la façon dont l'homme se représente l'homme. Et où aussi qu'on jette des mots et de l'homme apparaît, que le langage est anthropogène, qui fait apparaître des signes humains. Donc c'est des tas de choses très, très... une sorte de laboratoire d'une physique mystérieuse, que l'enclos du théâtre est un enclos
d'une expérimentation physique et joyeuse et des sens aussi, etc. Je parle souvent aux acteurs des salles de squash. Je ne joue pas au squash, mais il me semble que le langage frappe un mur, puis l'autre, puis une personne. Si vous n'êtes pas placés les deux, même si vous connaissez ou pas, l'un à côté de l'autre, vous allez comprendre autrement ou voir autrement selon autour de qui vous êtes, les positions dans l'espace. Et surtout que les spectateurs sont touchés individuellement. Ils ne sont pas traités comme un troupeau, pas touchés par une offensive comme ça, mais touchés par des flèches individuelles. Tout d'un coup, un mot les perce. Et là, on retrouve ton idée de trou. Et quand tu parlais de trou, je pensais au trou de la mine. Je pensais au trou du cul. Je pensais au trou des yeux, etc. Mais je pensais aussi, parce que je suis en train de dire ça, à la percée. Je pensais à Maître Eckhart, d'Urschbruch, que quelque chose que du jour apparaît derrière quelque chose qui était opaque. Donc, si tu veux, que la lumière apparaît par une fissure de la matière même. C'est pour ça que j'ai parlé de mystique, même si tu n'aimes pas ce mot. Mais je me semble l'avoir lu ou que tu m'en as parlé. Oui, le mot fait un peu pharmacie, restaurant bio, tout ça, donc ça me dit rien du tout. Mais par contre, mais moi je parle des écrivains, je dis jamais les écrivains mystiques, j'ai des écrivains spirituels. Voilà. C'est-à-dire les écrivains respirants. Voilà, donc j'ai eu un contact comme ça très, très fort avec une femme écrivain qui est morte depuis pas mal de temps, Madame Guyon. Madame Guyon m'a tout d'un coup fait comprendre des choses très très concrètes de la spiritualité aussi, que ce qui est spirituel est corporel. Ce qui est contraire à l'esprit, c'est pas le corps, c'est l'intellect desséché. Enfin, voilà. Et c'est évidemment extrêmement fâcheux qu'en français et en allemand, il y ait des mots distincts pour le souffle et l'esprit. Heureuses les langues qui ont le souffle et l'esprit du même mot. Ruach en hébreu, pneuma en grec, c'est extraordinaire. Voilà. Et reprendre conscience que le spirituel, c'est plutôt l'offrande de la chair. C'est la matière ardente. Donc cette idée d'une ardeur de la matière. Et le théâtre, on en parlait avec les jeunes étudiants que j'ai vraiment été content de rencontrer. Le théâtre comme extraordinaire leçon d'humilité, leçon de concret et leçon de matérialisme, mais pas au sens idéologique. Il y a une phrase du marquis de Custine. D'ailleurs, je ne sais pas très bien qui c'est, mais je sais que c'est le marquis de Custine. Mais il écrit, je crois, grosso modo, il dit, grosso modo, dans le fond, le spiritualisme n'est qu'un matérialisme raffiné. C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas de séparation entre, il n'y a pas le domaine de l'esprit, mais c'est que la matière parle. J'ai écrit un livre qui s'appelait Lumière du corps, que le corps est le corps nous dit quelque chose, l'idée que la lumière vient d'en bas. Enfin, je sais pas, cette grande leçon de concret que nous donne le théâtre. On n'est jamais assez concret. Je racontais aux acteurs, parce que je voulais leur raconter des choses anecdotiques et un peu comiques de temps en temps, que j'ai eu la chance de travailler avec une grande actrice, c'est Christine Fersen. Et Christine Fersen avait un grand texte où elle jouait le rôle que je vous appelais ça, le rôle du prophète, etc. Et en répétition, tout d'un coup, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Écoute, avec ta prophétie, tu me dis, il faut marcher sur un lac gelé. Bon, tu me dis, il faut insulter Dieu, comme dans les synagogues en Pologne, ça s'appelait le Tserissen. Tu m'as dit, les femmes allaient de temps en temps insulter Dieu. Dis-moi, où je pose mon regard, où je mets mes pieds, le théâtre, c'est concret. » C'est à peu près l'intonation qu'elle a eue pour dire ça. Et c'était encore une leçon de matérialisme bien pensé, une leçon de chair que je recevais de Christine Fersen. Et hier, j'ai eu une preuve de ça encore, qu'on n'est jamais assez concret. Il s'est passé une chose assez bizarre. Olivier Martin-Salvant, qui hier jouait le rôle de Boucault, etc., lorsqu'il l'a joué les fois précédentes, il était glabre. Il avait pas un poil au menton, etc. Bon, c'était comme ça. Et puis là, il a joué un Rabelais, il s'est laissé pousser une énorme barbe. Alors hier, il arrive avec son énorme barbe, comme ça. Ah, je lui dis non, j'aime pas les barbes au théâtre. Enfin, je les aime bien dans la vie, c'est très bien, mais enlève ça, ça va pas. Et alors, il se rase devant sa glace, puis à un moment, pour rire, comme on fait parfois quand on se lève, il se laisse des moustaches. Puis il vient me voir, il me dit comme ça irait.
Je lui dis, mais c'est formidable, ça change tout. Ton costume va devenir moins dur. Et du coup, son jeu, parce que mes textes sont extrêmement rythmés, écrits comme en prose mesurée, etc., et contraignants, et parfois peuvent devenir mécaniques et trop durs. Et il a fait quelques représentations où le personnage de Boucau était devenu trop, je ne sais pas comment dire... comment ? Trop dur. Oui, trop dur. Alors je lui dis, Boucau souffre. Boucau est aussi... Boucau a peur. Il faut qu'aussi il y a la passion de Boucau, pas que la passion des employés. Boucau a peut-être été ouvrier avant, ou peut-être il redeviendra autre chose, etc. Et alors, du coup, cette petite moustache, je lui dis, c'est formidable, parce que la moustache adoucit ton visage. Il avait les cheveux un peu comme ça, vous verrez. Et tout d'un coup, il a trouvé il n'a rien changé dans son jeu, mais un petit quelque chose a fait que toute la dureté excessive qu'il y avait a disparu. Je n'avais pas assez examiner de près le problème de moustache ou non. Et tout est comme ça. Chaque fois, c'est la couleur d'un projecteur, des petits riens concrets auxquels on n'a pas pensé et qui font tout. Une ventilation qu'on a oublié d'éteindre, je ne sais pas. C'est des choses microscopiques qui agissent sur le miracle ou non de la représentation. En fait, ça veut dire, excuse-moi, ça voudrait dire que il y a dans la physicalité, il n'y a que la physicalité des mots pour rester dans le langage. Il n'y a pas un lieu, on va l'appeler comme ça, qui serait derrière les mots. En fait, si il est question de métaphysique, ça serait une métaphysique de la concrétude, comme dit Pavese. C'est-à-dire que quand on te lit, on pourrait avoir la tentation de t'amener à un endroit qui serait celui de quelqu'un qui, creusant les mots, cherche quelque chose qui serait derrière. Alors qu'en fait, ton théâtre, ton écriture me semble être un théâtre et une écriture extrêmement matérialiste. Et là, tu précisais la spiritualité. Moi, tout à l'heure, dans ma présentation très courte, je disais qu'il me semblait qu'il pouvait avoir une transcendance dans la matière des choses. Alors, ce que je voudrais simplement savoir, c'est peut nous préciser ça, parce que c'est quelque chose qu'on a tenté... oui, je ne sais pas comment dire, mais il y a le... Oui. On a tenté de t'amener là-dessus, les exégètes, on te pose ces questions quand on lit des entretiens que tu as accordés. Souvent, on tourne autour de ça, on te dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots ? Non, il n'y a rien derrière les mots. Il y a les mots. Il y a l'action du langage, la puissance extraordinaire du langage. La densification. Non, mais la puissance maléfique ou bénéfique. Enfin, je veux dire que le langage nous a servi et que le langage nous libère. Il nous a servi la propagande, la publicité, la télévision, etc. Et il nous libère parce que de toute situation, on se tire par un dernier mot, par une phrase qu'on dit en mourant. Je recueillais à un moment les dernières phrases. Jarry, il a dit « Donnez-moi un cure-dent ». C'est resté, c'est extraordinaire. Bon, Goethe a dit autre chose, etc. Mais où je m'intéressais beaucoup au tatouage. De toute situation, on se tire par quelque chose, en remettant quelque chose en mouvement par le langage. Et le langage remettant en mouvement fait que ça peut arrêter aussi une agression. Voilà, si on rencontre dans la rue quelqu'un si on arrive à lui parler, ça va bien se terminer s'il y a une rencontre un peu hostile. Donc le langage reprendre conscience de cette force extraordinaire du langage. Je ne sais pas comment te dire. Mais non, mais moi j'ai mes opinions, j'ai mes croyances, j'ai ma façon dont je me représente le monde, comment je vois l'atelier volant ou l'acte acté, mais le public n'a pas à le savoir forcément, et la communication n'est pas directe. Je ne sais pas comment dire. C'est pas... J'ai essayé souvent d'expliquer ça, je ne suis pas arrivé à l'expliquer dans un livre qui s'appelle L'envers de l'esprit. Ensuite, dans le dernier livre qui s'appelle La quatrième personne du singulier, j'ai essayé de l'expliquer en faisant un dessin. Mais je ne sais pas, comment vous dire. C'est une théorie de la perception de biais. C'est-à-dire, il faut que vous voyez chacun quelque chose de très précis. Il faut que le spectateur soit voyant. Il faut que chacun voit autre chose, parce que ce qui est très beau, c'est cette pluralité de déchiffrement des choses. Mais vous allez pouvoir chacun voir quelque chose et voir quelque chose de différent, par un procédé d'anamorphose, que parce que moi,
je vois quelque chose de très précis, mais ma perspective, elle est de là-bas à ici, elle n'est pas dans le même sens. Il y a une sorte de croisement, j'arrive toujours pas à expliquer ça, mais une sorte de croisement de perspective qui fait, c'est parce que moi je suis très précis et très logique, que vous allez voir quelque chose dans l'atelier volant qui est autre chose que j'avais vu, mais qui va vous apparaître. Et ce qui est très important, c'est cette liberté du sentiment et de la réaction de chacun. On en parlait ce matin. Dans l'Acte Inconnu, à un moment, le spectacle est très mouvementé, il y a beaucoup de paroles, puis tout d'un coup, la scène se vide, il n'y a plus que Myrto et Dominique Pinon qui est là. C'était bon, voilà. Et tout d'un coup, Dominique Pinon dit tranquillement dans un coin, il y a dans notre langue, si tu veux bien, comme les latins, ne pas séparer le U du V, une anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide, etc. Et il continue. Et alors, on joue ça à la colline, les gens rient ou ricanent un peu. Oui, Dieu est vide parce que Dieu n'existait pas, etc. Mais ce qui est, ils ont raison, c'est très bien. Ou à la colline. Mais le père Chave, par exemple, le père Chave qui était là à Avignon, qui était un prêtre qui a connu l'ouverture du festival avec Gérard Philippe, Villard, etc., il est venu voir l'Acte Inconnu, il m'a dit, quand j'ai entendu l'anagramme entre Dieu et vide, je suis entré en contemplation. Alors c'est extraordinaire. C'est ça la force du théâtre, c'est l'émission mêlée et le public mêlé. Moi je suis je sais pas, le mélange des publics. Il faut pas qu'il y ait des gens tous abonnés au même journal ou tous du même âge. Ce qui est beau, c'est cette mêlée. Cette mêlée des souvenirs, des rapports à la langue de chacun, c'est ça qui est l'émotion vivifiante du théâtre. Et pourquoi le théâtre? C'est-à-dire que les premiers écrits, c'est tout de suite du théâtre, Valère? Ou quand l'écriture arrive, c'est tout de suite du théâtre? Pourquoi le théâtre, à un moment donné, arrive? Tu parlais d'Asté tout à l'heure, du choc que ça a créé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est le théâtre qui devient le vecteur? Peut-être un peu un événement traumatique. Enfin, oui, je sais pas, ça c'est un peu de la psychanalyse à bon marché, mais enfin bon, j'avais 5 ans, on m'emmène au théâtre pour la première fois, le rideau se lève, je lève les yeux, et qu'est-ce que je vois? Ma mère en veuve, dans L'Ours de Tchekhov. Un choc. Non, ce qui a fait que je me suis... Non, non, mais l'idée d'avoir affaire au langage vivant. Et pas au langage sur le papier. Le frère de ma mère était poète, il s'appelait Gilbert Trollier, c'était un ami des gens du Grand Jeu, etc., ou de Louis Salou, qui jouait dans la Grande Illusion. Bon, il avait vécu, après il est mort, il a vécu en Suisse, etc. Mais je voyais ce monde où il était, ce monde de la poésie, des plaquettes qu'on s'échange, des préfaces que je vais te faire, que tu vas me faire, ce monde clos. Et moi, j'ai envie du grand air. C'est pour ouvrir le livre et avoir un contact avec la langue orale, la langue populaire. Voilà, c'est ça qui me... je disais aussi que je parle beaucoup aux acteurs du naturel, du rapport avec le langage tel qu'on le parle. J'aime bien Saint-Étienne parce qu'on entend dans les magasins, dans les bistrots, les gens se parler, faire des blagues. On entend ça beaucoup. À Paris, je ne sais pas trop, quoi. Hein. Bon, il y a quelque chose de vivant avec la langue, les jeux avec le langage, etc. Donc, écouter tout ça. Et donc, Nora Krief, avec qui on jouait dans l'Acte Inconnu, l'exemple, c'est qu'elle a très bien fait son travail à l'Odéon, et les phrases étaient parfaites, etc. Et tout d'un coup, à Clermont-Ferrand, au milieu de la tournée, je lui dis, tiens, ces 2 phrases-là, je les avais jamais entendues comme ça, pourtant je ne peux pas dire pourquoi ça n'allait pas. Tu as compris que chaque phrase était une truite vivante à prendre sous le rocher, comme ça, à la main. La phrase, tout doit être vie. Et le spectacle doit... Le corps du livre ou le corps le spectacle est un paysage, le livre est un animal. Et lorsque je me suis mis tout d'un coup à travailler sur l'atelier volant, d'abord, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'était très difficile de faire la mise en scène de l'atelier volant. Et je me suis dit, tiens, tu as fait maintenant 7, 8 mises en scène. Est-ce que tu peux arriver à faire quelque chose avec l'atelier volant? Parce que c'est spécialement un piège à mise en scène. Donc voilà. Alors, mais j'ai eu la sensation qu'il fallait, l'atelier volant, que je le respecte
comme un organisme, comme un lièvre ou comme un animal, ou ce lièvre-là et pas un autre. Donc que je essaye, moi je sais parfois plus très bien ce qui se passait là, etc. Mais c'était là et ça avait l'autorité de quelque chose d'organique. C'était un jeu de force. Un jeu de force qui avait eu sa logique, et donc il s'agissait de le resserrer, de le centrer un peu, mais dans le fond de respecter l'œuvre comme une personne. Et je pense qu'un spectacle, un livre, sont aussi des personnes, et c'est aussi mystérieux comme une personne. Hein. Un poème, un roman, un spectacle, c'est aussi une forêt qu'on visite toujours autrement. Tu peux venir voir l'atelier volant tous les soirs, tu visiteras toujours la forêt légèrement autre. Pareil et légèrement autre. Et c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe au théâtre, que je ne vois pas d'autres exemples, que tous les soirs, des gens se réunissent pour faire la même chose et dire la même chose. Je ne vois pas où on fait ça. Même à l'armée, ils changent un peu d'exercice. Non, mais c'est très curieux comme activité. Ils viennent redire les mêmes paroles dans l'espace. Au même temps, cette répétition, cette litanie, et en même temps, chaque fois, cette variation, ce renouveau, que c'est toujours pareil et jamais le même. Enfin, je ne sais pas comment dire. J'aime beaucoup le mot variation parce que parce qu'en français, variation, c'est bon, variation, d'accord. En allemand, Veränderung, c'est-à-dire autrement, du verbe autrer, ça autre. Quelque chose revient, mais il revient autre. On n'a pas ça dans variation. Dans variation, on a simplement variabilité, je ne sais pas quoi, que c'est le retour, et c'est le retour d'une autre. On se fait des signes déjà, parce que oui, pour les questions du public. Ah pardon, oui. Si je peux me permettre, je m'autorise à poser une dernière question, excusez-moi, mais simplement, il me semble naturel que quand on rentre en art, on va appeler ça comme ça, tiens, on se fait avec et on se fait contre. Il y a un moment, tu décides d'écrire, mais le théâtre qui va devenir un univers, on va l'appeler comme ça, ou un monde, je ne sais pas comment l'appeler, le tien, il s'est fait contre. Il n'y a pas plus éloigné de ton théâtre que la méthode du théâtre stanislavskien, où il n'y a pas d'influence d'un type de théâtre qui pourrait être celui de l'existentialisme des années 60. Donc, à quel moment on devient aussi on cherche des pairs, on trouve des pairs, qu'on continue à quel moment on dit c'est là-dedans que ça va se mouvoir, c'est là-dedans que ça va se continuer? Bon, écoute, je sais pas, tu sais, aussi, on ne sait pas ce qui vous arrive. Hein. Tu travailles et puis ça va là, et voilà. Quoi. Oui, mais tu as bien une connaissance très rapide de ce qui se fait autour de toi. Tu vis dans un milieu théâtral, tu te connais le théâtre. Par exemple. Oui, sûrement. Par exemple, quand j'étais... j'avais 12 ans, là, ou non, 14-15 ans, etc., j'ai découvert Beckett, j'étais ébloui par Beckett, et alors j'ai écrit à Beckett, comme quoi j'aimais Beckett, je veux dire, j'étais en 4e, je sais pas, je vous aime, alors j'ai une jolie lettre de Beckett à peu près illisible. Merci de la chaleur que vous m'apportez, j'ai de plus en plus froid. Samuel Beckett. Bon, Beckett, voilà. Et non, alors aussi, non, mais comme choc, quand même le théâtre oriental. Voilà. Le choc du théâtre japonais, du No, et puis le choc aussi des grands acteurs comiques. J'ai eu la chance de voir Fifi dans une opérette, d'avoir Bourvil dans Fifi de Christinet au théâtre de la Bastille. Mais vraiment, j'ai eu la chance de voir Louis de Funès, les grands acteurs comiques, et cette espèce de sacrifice de la figure humaine qui a lieu, parce qu'il y a... je sais pas, et c'est pas par hasard que souvent ils meurent d'une crise cardiaque, les acteurs. C'est pas par hasard que Sneak est mort tout d'un coup, je sais pas, à 48 ans, j'en sais rien. C'est pas par hasard que il brûle tellement de l'homme, il y a une telle ardeur d'émission de différentes figures que, voilà. Enfin, c'est pas le but du théâtre de tuer les acteurs, mais parfois soupçonné de ça. La première fois où Marcon a joué je crois, le discours aux animaux à Avignon, c'était en plein air à Villeneuve, etc. Je suis arrivé dans la loge, dans la loge, il était en larmes, il m'a dit, tu veux tuer un acteur, un jour t'en auras un. Mais je me dis, c'est pas du tout mon but. Quoi. Mais l'idée quand même aussi de péril, quand même, et l'idée aussi
don, de pas équilibre, de non-équilibre de l'échange, mais d'excès du don. De Funès, ça m'a beaucoup impressionné parce que lorsque je suis allé le voir, je le connaissais au cinéma beaucoup, et je l'avais vu au théâtre dans Les Branquignoles tout enfant. J'avais 4-5 ans aussi, et il paraît mon père avait honte tellement je riais. Il m'avait amené à Paris dans De Funès. Il y avait une scène de pissotière, j'étais plié en deux, etc. Il me disait mais tais-toi, ris moins fort, etc. Bon, je l'ai revu à Paris dans Oscar. Et ce qui m'a, bon, c'était son jeu. Ce qui m'avait frappé, c'est l'économie de son jeu. Pas tellement l'endroit paroxystique que le théâtre donne, mais aussi tout d'un coup tout un acte où il fait presque plus rien parce qu'il garde ses forces pour autre chose. Comme dans le jeu de Serrault, il y a ça. Si vous écoutez Serrault dans Knock, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des choses très fortes comme ça, puis tout d'un coup, une chose comme ça, qui est comme ça, où il reprend ses forces. Une espèce de vie, de pulsation entre le plus et le moins dans le jeu. Ces accents sur des choses de l'ordre du grand pianiste. Enfin voilà, De Funès était un musicien. Donc cette extraordinaire défiguration de l'acteur comique, plutôt se jeter. L'acteur jette de l'homme, il jette des signaux humains. Il ne dit pas mon tempérament c'est ça, la psychologie de mon personnage c'est ça, et mon point de vue sur Don Juan c'est ça. Non, il lance des figures. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il lance n'importe quoi, il travaille énormément et il construit, etc. Donc ce qui m'avait, comme dans le fond, fasciné, c'est pas tellement ce jeu, cette dialectique de l'excès et de la pauvreté dans De Funès qui était très frappante et qui a fait que je l'ai comparé avec un peu de provocation au jeu d'Hélène Weigel que j'avais vu, mais c'était aussi provoquant, et je le pensais vraiment. Non, mais ce qui m'avait frappé, c'est que De Funès excédait complètement la demande. En face de lui, il y avait quelques bourgeoises envisonnées ou des bourgeois qui ont payé leur place très chère et mangé de la choucroute. Ils n'en demandaient pas tant. Ils ne demandaient pas que De Funès risque sa vie à faire un exercice de trapèze hyper périlleux sans une faute. Donc il y avait excès. Donnez plus que ce que vous avez payé. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je poserais une question aussi, puisqu'on parle de tuer les acteurs, parlons des metteurs en scène aussi. C'est-à-dire qu'une des raisons qui m'a fait aussi t'inviter dans le cadre de ce plein feu en même temps que Joël, c'est que vous avez des écritures qui n'ont rien à voir, mais vous êtes deux auteurs metteurs en scène aussi. Et puis, puisque tu parles de Louis de Funès beaucoup, comme le premier spectacle qu'on a pu voir ici à la Comédie, c'était justement pour Louis de Funès. Pour Louis de Funès, il y a beaucoup de rapports aussi à la mise en scène. Les metteurs en trop, les metteurs en glose, etc. etc. Est-ce que dans ton rapport, toi, d'auteur, le fait d'être passé à la mise en scène, ça a été une nécessité sur le fait de se dire j'ai envie aussi de montrer ce que je veux faire, enfin ce que mon écriture peut être. Est-ce que le rapport a été douloureux à la mise en scène, aux autres metteurs en scène, puisque la mise en scène est venue plus tard. Au début, tes textes ont été mis en scène par d'autres. Et comment c'est venu ça? Si tu veux, c'est très précisément. J'ai dû m'y mettre parce que personne ne voulait y aller. C'est-à-dire que très concrètement, très concrètement, Alain Crombeck voit une performance de dessin. Là, je t'ai montré une action de dessin que je fais à La Rochelle. Et Alain Crombeck est l'ancien directeur du Festival d'automne. Il faut bien faire quelque chose au Festival Avignon. Alors je lui dis, il faudrait qu'on trouve un metteur en scène. Il y a le drame de la vie que je viens d'écrire. Le drame de la vie, il y a 2587 personnages. Mais donc voilà, alors, on cherche un metteur en scène, on demande à quantité de metteurs en scène, ils disent tous non. Et finalement, Evelyne Didi, qui est d'ailleurs plus ou moins de Saint-Étienne. Elle est tout à fait de Saint-Étienne. Evelyne Didi, André Marcon, etc. Encore un Stéphanois. Et puis, oui, le groupe des Stéphanois me protège, veut faire quelque chose pour moi, et convoque Cité des Fleurs chez Evelyne Didi, metteur en scène André Engel. On dit Engel ou Engel? Engel. On dit Engel. André Engel, qui est là, et pour lui lire le drame de la vie, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bill Fred, il y avait Vims, il y avait Evelyne Didi, il y avait Laurence Mayos, etc. On fait cette lecture, qui se passe dans un climat de plus en plus glacial. À la fin, solennellement, le metteur en scène, André Engel, mais je l'aime bien, par ça, je plaisante, mais c'est des anecdotes comme ça. Tout d'un coup, il dit... Il y a eu une minute après la fin de... C'est comme du Canada Dry, c'est du théâtre et c'est pas du théâtre. Silence mortel. André Vims dit « Je retire mes billes ». Bill Fred aussi. Enfin, c'était très triste. Moi, tout d'un coup... Alors, je vais au café tout penaud avec Laurence Maillard qui me dit « Mais
écoute, fais la mise en scène toi-même, on va t'aider, on va être avec toi, en plus tu vas peindre des décors, etc. Donc c'est poussé, parce que moi j'avais peur des acteurs, j'étais plutôt du côté d'ordre de la dramaturgie, j'avais peur du contact physique avec les acteurs, donc je me suis lancé, poussé par les acteurs, et ensuite j'ai pris goût par ce travail extraordinaire qui était un travail, un non-travail. Enfin, je conseille à tout le monde la mise en scène comme art de regarder travailler les autres, quoi, comme à l'EDF. Enfin, on dit toujours il y en a 3 qui travaillent et 2. Je savais bien qu'on n'avait pas tué que des acteurs quand même. Hein. Non, mais je rigole. Non, mais moi, j'ai une conception de la mise en scène, le metteur en scène comme médecin de l'acteur. Et un bon médecin est le médecin qui ne croit pas trop à la médecine. J'essaye l'homéopathie, les tisanes, si ça ne va pas, je vais te mettre des antibiotiques et je vais te dire de changer d'appartement ou de personnes autour de toi, etc. Donc voilà, il ne faut pas trop croire à la direction de l'acteur, mais être à l'écoute et voir l'acteur au travail. Peut-être comme un psychanalyste, il fait ça, il voit quelqu'un au travail. Et si ce quelqu'un au travail est captif d'une voie sans issue pendant trop longtemps, pas lui dire c'est ça que tu dois faire, mais lui dire retourne au carrefour précédent. Et au carrefour précédent, c'est lui qui va trouver. Donc les acteurs, je leur dis le moins possible et les choses les plus énigmatiques possibles. Je pense que tout doit venir. Je crois vraiment que le moteur, c'est le contact profond entre le fond de l'acteur et le fond de la page. Enfin, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas 36 contacts. Contrairement à, je sais pas, dire tout, on peut faire tout au théâtre, etc. On peut faire. Je pense qu'entre tel acteur, il n'y a qu'un lieu de croisement juste entre cette page, ce rôle et cet acteur, et c'est là qu'il faut que ça aille et pas ailleurs. Et c'est petit à petit en travaillant, quoi. Mais que ça se passe, que le travail artistique se passe sur une sorte de ligne de crête de la rencontre érotique et dangereuse entre l'acteur et ce texte. Alors là, on va maintenant vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions directement à Valère Novarina. Qui se lance en premier, c'est toujours la grande question. Lancez-vous. Je vois que les lycéens n'osent pas y aller, mais allez, vas-y. Quelle est la relation entre les arts plastiques et l'écriture chez Valère Novarina ? Alors, si vous voulez, comment ça s'est fait ? C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque l'écriture j'écrivais beaucoup à la main, j'écrivais même avec une plume et de l'encre pour faire des tâches aussi, pour le besoin d'une matérialité. Et à certains moments, je me souviens très bien, un mois d'août ou septembre, je ne sais pas quoi, bloqué, aphasique, ou je ne sais pas comment dire, je gribouille et je dessine au lieu d'écrire. Et ensuite, je fais des crises de dessin pendant une semaine au lieu d'écrire. Mais c'était pas bien, c'est pas ce que j'aurais dû faire, etc. Et un ami artiste et galeriste qui s'appelle Ferrari voit tout ça, je lui parle de ça, il voit mes crises de dessin que j'avais lorsque je ne pouvais pas parler, enfin, ou lorsque tout était bloqué, je sais pas quoi, parce que c'est très, très important aussi de traverser les longs passages de paralysie parfois. Il voit ces dessins, il veut les exposer dans sa galerie. Et je lui dis non, je vais aller dans ta galerie et je vais avoir une crise de dessin programmée dans ta galerie. À Montpellier, je fais du lever du soleil à 4h10 au mois de mai jusqu'au coucher à 21h52, je sais pas quoi. Je vais dessiner toute la journée. Alors je commence ça, ensuite j'ai refait cette expérience de dessination plusieurs fois jusqu'à la grande dessination. C'est Deleuze qui avait trouvé ce terme, des 1587 dessins du drame de la vie. Et ensuite, au moment où on a fait la mise en scène du drame de la vie, l'idée est venue de faire des dessins en grand, c'est-à-dire de peindre de très grands panneaux, mais toujours, pas du tout de faire des cartons que des gens vont réaliser, comme font des décorateurs, mais moi d'être avec des grandes perches, des grands bambous, des grands pinceaux comme les colleurs d'affiches, de dessiner mes choses, des grandes figures blanches et rouges sur fond noir. Et puis ensuite, la peinture s'est développée, mais toujours dans le temps. Soit je vais dans un endroit et je peins pendant une semaine, ou voilà. Alors, je ne sais pas, donc le rapport, je ne sais pas trop, mais que ça m'a redonné la rapidité et la muscularité des choses et l'exercice que j'avais perdu.
Parce qu'il y a tout d'un coup un rapport avec la matière. Aussi, je sais pas, quelque chose se renverse et la peinture passe aussi dans l'autre sens. La matière parle. Donc ensuite, je pense que j'ai travaillé aussi, le travail de l'écriture a été influencé par cette matérialité de la peinture. Et actuellement, c'est vrai que dans la phase finale, parce que je commence par écrire à la main, et beaucoup avec un crayon, etc. Et puis après, quelqu'un relève mes textes, les met sur ordinateur. Mais dans la phase finale, je dresse le texte au mur. Il est dans l'espace complètement, et je suis entouré du livre, et j'écris par ambulation dans le livre. Voilà. Alors ça prend de la place, je ne peux pas écrire au café, il me faut des endroits un peu protégés, etc. Donc ça a changé, la conception du langage a changé aussi de ça, et tout ce que je rumine sur le langage, n'est-ce pas, tout ça, c'est aussi venu de l'écoute constante des acteurs et de la vue, de voir le langage dans l'espace, voir les rythmes, voir je sais pas, mais l'impression qu'il y a, je sais pas, oui, aussi l'impression que la pensée est un rythme aussi, dans le fond, et que le raisonnement est un rythme aussi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais donc, il y a des choses de la chair et des choses très, très concrètes dont le théâtre est un peu le cœur, l'endroit où retourner pour retrouver le je ne sais pas comment dire, je ne sais pas le mot qui me vient, retrouver quelque chose de la somatisation, de l'incarnation du concret. Saint-Augustin a une très belle phrase sur l'incarnation, il dit « L'incarnation qui déplaît tant aux orgueilleux ». C'est extraordinaire que le Saint-Augustin ou le christianisme donne au monothéisme, qui peut facilement être monomaniaque ou monolithique, une grande leçon de chair. On entend couler quelque chose. La pluie. Ah, c'est la pluie. Ça s'appelle l'usine, pas pour rien. Ah oui. Ah oui. La pluie. Mais tout repose aussi. Non, mais je vais redire, on n'a pas dit que l'idée que le théâtre pose. Je ne suis pas un ennemi de la mise en scène, et puis mais que l'endroit de l'émotion, c'est l'acteur. Et dans le mouvement actuel, un petit peu qui pourrait se passer de recul du texte, de disparition du texte, de borborigme ou de texte pris à gauche, à droite, qu'il n'y a plus le corps, l'animal du texte recule un peu quand même, la parole recule de façon générale. C'est pas tellement que la poésie et que le texte s'en aille. Le texte, il se retrouvera ailleurs. Il retournera dans des livres, etc. Mais ce qui m'attristerait, c'est la disparition du grand art de l'acteur occidental, du grand art de l'acteur parlant, du théâtre de bavard des Occidentaux, comme disait Gabriel Monet, si je pouvais continuer à parler avec lui, je défendrais le théâtre des bavards. C'est très extraordinaire et très mystérieux ce qu'un acteur fait avec un texte. C'est difficile de définir ce que c'est que le travail de l'acteur. Moi, par exemple, en travaillant avec les jeunes gens, là, mais un truc que tout le monde trouve évident, mais que j'avais pas vu, mais que j'ai vu avec eux, c'est que ce qui comptait, c'est que le spectacle, que le texte, la parole soit adressée. C'est-à-dire pas faire quelque chose entre ton personnage, ton rôle, toi, le livre, etc., un truc qui te ramène une espèce d'intériorité, que je sais pas, mais que ce soit adressé. Adressé aux partenaires, adressé à toi, adressé au public, à ceux qui sont là, ou adressé à personne. Dans Maître Eckhart, je suis en train de dire, donc je sais que c'est le... Non, je ne sais pas le numéro du sermon. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il fait un sermon, comme ça, extraordinairement abstrait, chose qui frisant le taoïsme, enfin, des choses comme ça, le yin, le yang, la déité, enfin, une pensée extraordinairement en renversement perpétuel. Et il finit son sermon qu'il disait devant des femmes, c'était devant des béguines, il prêchait devant des béguines, qui confessait par ailleurs et d'où il apprenait tout. Enfin, il captait comme ça des choses. Alors, à la fin de ce sermon, il dit « Si vous n'aviez pas été là pour écouter ce que j'ai dit, je l'aurais dit à ce bâton. » Et il sort. C'est pas mal. C'est beau, parce que ces sermons sont des choses parlées. De même que la littérature du XVIIe siècle, qui est si forte, c'est une littérature orale. Quand même, hein, le théâtre, Bossuet
La fontaine, c'est extraordinairement concret, médiéval. Les rythmes dans la fontaine, c'est du free jazz. En fait, c'est tout à fait incroyable. On a une question sur un jardin. Oui, donc là, vous venez de rappeler ce que vous disiez avant, à quel point vous appréciez l'écriture de Bossuet par la faveur de l'auberge sur les athlètes, les adverbes et ce genre de choses. Est-ce que vous seriez en accord avec la définition que donnait Lazaret, qui écrivait une phrase à ses journalistes quand il leur disait une phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément. Pour les adverbes, vous me demandez, au premier adverbe, vous êtes viré. Impeccable. C'est Lazarès égale Bossuet. Oui. Non, mais... Stendhal est pas mal aussi. Non, mais alors je me suis fait écharper un jour parce que je parlais justement du verbe de Bossuet. Alors j'ai dit, oh, ben d'ailleurs, j'ai pas jamais tellement aimé Rimbaud, il y a trop d'adjectifs. Alors quelqu'un m'a tout apporté des phrases pleines de verbes de Rimbaud, mais c'était un peu par provocation. Et lorsqu'il y a une chose assez comique, en Belgique, un jour, comme ça, je parlais de La Fontaine. Il y avait Jean-Pierre Verhaegen, qui est un ami, un écrivain que j'aime beaucoup. Alors je dis que rien n'est plus beau que La Fontaine, et les deux premières lignes des fables de La Fontaine, c'est extraordinaire. C'est des noms. Un octogénaire plantait. Extraordinaire. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Ou encore, je ne suis pas de ceux qui disent ça n'est rien, c'est une femme qui se noie. Je dis que c'est beaucoup, car ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. C'est tout à fait extraordinaire. Mais l'énergie est extraordinaire. Alors je dis ça à Verhaegen, je fais rire tout le monde. Alors Verhaegen me dit, alors Artaud, Bataille, Blanchot, tout ça c'est fini? Non, c'est pas fini, mais c'est vrai qu'il y a une chair dans cette langue ancienne. Et aussi, quand on lit des auteurs anciens, il y a une sorte d'étonnement de la chair de leurs mots, qui est une distance par rapport aux mots d'aujourd'hui, qui fait qu'on voit mieux cette chair. Comme je sais pas, on voit mieux la chair d'une femme qui n'est pas sa voisine de palier. Je sais pas comment dire. Donc il y a une sorte d'attrait de l'étrangeté, un peu, mais aussi la proximité de cette langue du XVIIe. Verhaegen, qui était l'auteur de Laurel et Hardy, que certains ont pu voir, joué par Jacques Bonafé la saison dernière. Une autre question pour Valère. Oui. Oui, j'ai une question à propos de l'entrée en scène. C'est un sujet que vous abordez notamment pour Louis de Funès. Et vous dites que l'acteur entre en scène, il ne fait qu'entrer en scène pour s'en sortir. Et entrer en scène, c'est finalement partir d'un vide pour entrer dans un fond. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, je sais pas comment. Oui, non, mais je pense tout d'un coup à quelqu'un qui s'appelle Naïm Katan, qui est Katan, qui est un écrivain québécois d'origine syrienne. Oui, non, d'origine irakienne. Il est de Bagdad. Qui a écrit sur le théâtre et qui me disait, sais-tu pourquoi les acteurs on le traque? Non, pas tellement, parce qu'ils meurent avant d'entrer en scène. Donc c'est cette idée quand même que c'est un passage très violent, que c'est un changement d'espace total entre là et ici. Et ce changement d'espace, j'ai essayé de l'observer. Justement, le théâtre, ce livre pour Louis de Funès a été écrit. En fait, c'est aussi un pour André Marcon. C'est aussi, j'ai observé André Marcon au Théâtre de la Bastille 50 fois de suite, passer de la coulisse à la scène. Et ça, quelque chose de très concret. Au Théâtre de la Bastille, rue de la Roquette, à Paris, il y a une loge qui est là, et tout de suite, on peut aller dans la salle en 2 secondes. De sorte que j'assistais André dans ses derniers moments, parce que quand même, ils n'emmènent pas large. Et puis, paf, tout d'un coup, j'étais de l'autre côté, et j'essayais de comprendre ce passage, ce déchirement d'une membrane, ce passage dans l'autre espace, je ne sais pas comment dire, ce renversement. Mais aussi, il y a un renversement, quelque chose de très physique, tu disais cour, jardin, on est dans des dimensions inversées, là et vous, etc. Donc j'ai ressenti ça un jour. Michel Bodina, qui jouait dans L'Origine Rouge, a eu une crise cardiaque, ou je ne sais pas, enfin pas mortelle, cette fois-ci, plus tard, il a eu, mais il n'a pas pu jouer. Et il y avait 2 solutions, soit annuler les 4 représentations prévues à Winterthur, soit
j'enfilais son pantalon et je donnais le texte, etc. Et voilà. Eh bien, alors, j'ai vraiment ressenti très fortement la force de ce paradoxe de l'espace renversé. À savoir que lorsque j'étais dans la salle, je savais son texte par cœur, tous ses mouvements, etc. Et j'étais de l'autre côté, je ne savais plus rien. J'étais obligé d'avoir le texte en main, les acteurs me poussaient, ça, là, etc. Donc c'est le théâtre comme endroit du renversement respiratoire, mais du renversement de l'espace aussi, comme endroit dialectique. Enfin voilà. Et vous avez déjà pratiqué le théâtre comme acteur? Vous avez, au début, ça a commencé comme ça? J'ai échoué très vite. J'ai présenté le conservatoire, on m'a sonné assez rapidement, etc. Mais je crois que j'avais un jeu trop compliqué, peut-être trop... je sais pas, mais c'est vrai que j'observe l'acteur sans cesse. Enfin, et j'apprends de l'acteur tous les jours. Dernière question, parce qu'ensuite, je pense Valère veut saluer. Oui, alors allons-y. Alors, ou deux, allons-y. Vous avez dit que ce qui comptait dans votre travail, c'était le texte et la rencontre avec le corps d'un acteur. Et justement, dans cette perspective, comment vous concevez la scénographie? C'est-à-dire, quel est votre rapport à l'objet, à l'espace, puisque finalement l'essentiel, c'est dans la rencontre entre un texte et un acteur. Oui, mais justement, oui, mais cette rencontre n'a pas lieu nulle part, de même que les notes sur une partition musicale ne sont pas nulle part, elles sont sur une portée. Et Philippe Marioge, avec qui je fais des spectacles depuis assez longtemps, on travaille beaucoup, on parle de l'espace, et je répète sans arrêt la même chose, patiemment il m'écoute, et il comprend que c'est la même chose et un peu différente, etc. Mais je lui dis que c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, il trouve la scénographie, d'après tout ce qu'on s'est dit, et je lui dis, c'est extraordinaire, j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin de faire de mise en scène, la portée est tellement juste que tout va se placer dans cet espace sans que je me sois posé une question une seule fois. De sorte que, je lui dis, j'ai plus besoin de faire de la mise en scène tellement l'espace est fort, que les choses se placent naturellement. Et donc, je travaille beaucoup la scénographie avant, etc., la musique, tout ce qu'on veut. Mais quand j'entre dans la salle de répétition, je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Et je ne veux pas savoir. Et j'ai qu'une seule méthode, mais qui pour moi marche bien, c'est que jamais je vais regarder sur le texte la scène qui est après. Je veux que tout me revienne par l'acteur. Je dis, et après ça, qu'est-ce que tu dis? La réplique d'après, qu'est-ce que tu dis? Même moi, je le sais si je cherche un peu. Et qu'est-ce qui se passe dans la scène d'après? Et où on en est dans la pièce? Je veux que tout me revienne par l'acteur, je ne regarde jamais le livre. Donc tout se construit, et à partir de la complexification d'un objet simple. Tout commence dans l'atelier au volant aussi par quelque chose de latéral, de facial, et puis l'espace se creuse. Et il y a une sorte de drame polyphonique dans tout ça, et dans le fond, ça se termine toujours par une sorte de fugue. Enfin, le modèle musical de la fugue, de la complexification, du creusement de l'espace par l'écoute, du creusement du langage par les voix différentes, et une espèce de joie du pluriel. Je ne sais pas comment dire. Je pensais ça parce que, oui, je me dis, tiens, Philippe, il va me parler de la politique, etc. Eh bien, peut-être parce qu'il y a beaucoup de théâtre idéologique, mais je ne sais pas, voilà, des théâtres avec des idées politiques. Voilà. Mais théâtre politique, qu'est-ce que c'est exactement? Difficile à dire. Pour moi, j'aimerais tricher un peu sur l'étymologie et dire que dans politique, il y a la ville, bien sûr, mais aussi le pluriel. Je chercherais la polyphonie. Donc, ce qui m'intéresserait dans la politique, ce serait la pensée dialectique, le renversement, la surprise, penser aussi changer de point de vue. Par exemple, je pense qu'il faut aussi penser qu'on est des animaux et penser que l'histoire est aussi un drame animal, avec une espèce qui va disparaître, ou je sais pas. Mais ne jamais oublier que l'homme est un animal, aussi, et il est aussi un animal, ce que le théâtre nous rappelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup les scènes où on fait l'animal, ou les scènes où on tombe, que aussi le théâtre comme lieu de la chute de l'homme et de ses relevailles. La toute dernière question, puis ensuite il faudra prendre un petit peu de temps pour souffler avant de voir le spectacle, pour ceux qui voient le spectacle ce soir. Pourquoi? Non, pas une seule fois, non.
Non, elle demande si on a représenté l'acteur connu une seule fois. Oui. Non, on l'a joué après à Paris. On l'a joué assez longtemps. Il est né au Festival Avignon, dans la cour d'honneur. Bien, on remercie beaucoup. Je remercie Philippe de m'avoir... et Valère, évidemment, d'être venu à notre rencontre.